Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, c'est Bernard qui est derrière le micro et j'ai décidé de consacrer cette émission à Gisèle Noublanche. Alors, qui est Gisèle Noublanche? C'est une femme courageuse, engagée depuis plusieurs décennies, elle vous dira son âge, pour aider les enfants victimes des guerres et qui, naturellement, c'est ce qui nous intéresse bien sûr, est pacifiste. Gisèle Noublanche a organisé une exposition qui s'appelait Le nucléaire, militaire et civil, quelle histoire, quel secret, à la fin de l'année 2016 au Pré Saint-Gervais. Alors, je suis allé au Pré Saint-Gervais et j'en ai profité pour lui faire raconter son itinéraire de militante. Gisèle Noublanche m'avait donné rendez-vous au marché du Pré Saint-Gervais. Bon, alors je suis arrivé au Pré Saint-Gervais, une commune dans laquelle je n'étais plus venu depuis très longtemps, depuis que je tournais le film avec mes piquerets il y a plus de 30 ans. Là, je suis en face donc de la rue Danton, l'entrée du marché couvert, où je dois aller rejoindre Gisèle Noublanche. Alors c'est Gilbert Nicolas qui m'a envoyé pour rencontrer Gisèle Noublanche, qui tient un stand à l'intérieur du marché. Alors bon, ce marché, c'est un marché couvert. Il y a là des portes qui s'ouvrent automatiquement, fruits et légumes dès l'entrée. Donc Gisèle, vous êtes, là on est dans le marché couvert du Pré Saint-Gervais. Oui, oui. Et puis il y a un espace qui a été réservé par la municipalité pour faire des activités culturelles. Alors quel type d'activités on fait dans ce lieu ? Oh, c'est très très divers. Il y a pas longtemps, comme c'était l'anniversaire des 80 ans du Front populaire, on a eu les chœurs, une chorale, je ne sais plus quel est son nom exact, je crois que c'est la chorale populaire ou quelque chose comme ça de Seine-Saint-Denis, qui avait une mise en scène remarquable autour de chants de l'époque du Front populaire et qui nous racontait la montée du fascisme, etc. C'était très très bien. Et dans cet espace qui est assez vaste, alors c'est tous les samedis qu'il y a quelques Presque tous les samedis. Ah oui. En majorité, ce sont des activités qui sont promues, préparées, programmées par le service culturel. Bon, mais avec toujours une attention pour que des associations locales puissent aussi s'exprimer à travers, par exemple, il y a eu le programme de réussite éducative des enfants et aussi les écoles maternelles qui ont fait des expositions ici. Il y a souvent des expositions et la scène est là-bas, vous voyez, dans le coin là-bas. Et là, c'est un espace très vaste quand même. Oui. Mais pourquoi s'installer dans le marché ? Pour être en contact direct avec les gens. Le samedi matin, il y a toujours beaucoup de monde au marché. Quelquefois, quand il y a des spectacles pour les enfants, bon, les mères peuvent mettre leurs enfants faire leurs courses pendant ce temps-là, ou faire d'abord leurs courses et puis venir après voir le spectacle. Oui. Voilà, bon, c'est un échange entre les gens de la ville, quoi. Voilà. Et alors, votre association s'est exprimée ici, votre association vous m'avez dit le nom tout à l'heure, vous allez me le répéter. La paille et le mil. Alors, pourquoi la paille et le mil ? Le mil, c'est africain ? Oui, bien sûr. Mais c'est parce que j'ai travaillé en Afrique, j'ai vécu en Afrique quelques années, etc. Donc, je suis restée très attachée à toutes ces questions de développement, d'élaboration de sociétés démocratiques, etc. Et donc, quand je suis rentrée en France, j'ai fait de la formation en milieu migrant. Je suis restée très attachée, je suis très âgée. Hein. J'ai eu le temps de faire beaucoup de choses et de voir beaucoup de choses dans ma vie. Je sais que vous êtes plus âgé que Gilbert Nicolas, mais je ne dirai pas votre âge, c'est pas à moi de le dire. Bon, j'ai 88 ans. Bon, donc je suis restée en contact avec le milieu et j'avais ouvert cette association à un moment donné dans une boutique où les femmes commençaient à arriver. C'était l'émigration, parce que comme tout était figé au niveau réglementaire, au lieu que ce soit une noria
de travailleurs qui venaient, qui repartaient, c'était le cousin qui venait à la place, etc. Et tout ça se faisait assez facilement pendant 3-4 ans. Et puis voilà. Alors que là, puisque la législation se figeait beaucoup, bon, il ne pouvait plus repartir comme ça et laisser la place à un autre. Donc les femmes ont commencé à venir. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que j'ai créé cette micro-association. On est 7, 8, 10, voilà, c'est pas plus. Et puis j'ai essayé de faire un peu d'animation, y compris à la maison des associations, où chaque année je fais une exposition dans une grande terrasse, on appelle ça la terrasse. Alors on va y aller tout à l'heure, oui, à cette maison des associations. Maintenant, et alors, vous voyez, là on voit que ce soit anciennement l'endroit où il y avait les poissonniers ici, fait que on est dans la petite criée ici. La petite criée, voilà, oui. C'est ça. Et on a cet ancien comptoir là qui permet d'avoir un coin où les gens, un site où les gens viennent apporter les livres qu'ils ont lus, donc ils ne souhaitent plus garder, s'embarrasser chez eux et prendre d'autres livres. Tout ça est gratuit, comme ça. Et quand il y a des manifestations, alors il y a souvent des petites associations de femmes étrangères, immigrées, etc., qui font de la cuisine, là, qui servent à manger et des pâtisseries aussi, et puis des boissons au gingembre, etc. Oui. Et ça permet de faire des petites rentrées d'argent. Et oui, pour l'association. Puisque ce sont des femmes qui souvent n'ont aucune ressource. Oui. Qui ont une vie très très dure. Gisèle Noublanche, puisqu'on peut se tutoyer, on va se tutoyer. Maintenant qu'on se connaît déjà depuis presque 1 heure. Oui. Alors, Mais qu'on connaît un peu les mêmes eaux. On a nagé un peu dans des eaux assez fraternelles ou sororelles, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Alors, on est au Pré-Saint-Gervais et tu m'as dit que tu étais native du Pré-Saint-Gervais. Ah oui. Je suis native depuis plusieurs générations, même, enfin, non pas que mes parents, mes grands-parents qui ont habité le Pré-Saint-Gervais, et même mon arrière-grand-mère soient nés au Pré-Saint-Gervais. Mais bon, il y a eu une émigration, notamment d'un grand-père fossier qui a quitté la Lorraine pour pas être allemand en 1870 et qui est arrivé avec son petit bagage ici et qui s'est installé et voilà, et son fils, enfin mon grand-père a été conseiller municipal, syndicaliste à l'usine de cycle qui avait à côté, là, à la place du marché. Et puis, il a été conseiller municipal socialiste parce que la municipalité du Pré-Saint-Gervais s'enorgueillit d'avoir été une des premières villes socialistes. C'était la banlieue de Paris, hein. Et Jaurès est venu, le maire était socialiste, c'était Sémanas. Et Jaurès est venu faire quelques prises de parole, quelques discours historiques au Pré-Saint-Gervais, c'est affiché. Et donc mon grand-père, comme il était militant syndicaliste, il se faisait virer évidemment de l'usine de cycle, mais comme Sémanas était maire et qu'il était très bon ouvrier, après le patron l'aurait embauché, puis ça recommençait. Voilà. Bon. ce qu'on m'a raconté dans la famille. Et ta mère aussi, je crois, a des responsabilités. Oui, parce que la France a été un des pays où le droit de vote pour les femmes a été vraiment extrêmement tardif. Et puisque c'est en 1945, là, oui, les premières élections après la guerre. Et mon père était décédé prisonnier en Allemagne. Et ma mère, qui était issue de parents militants, puisque ma grand-mère, elle, avait créé l'université populaire ici. Donc ma mère s'est tout de suite présentée pour les élections, donc elle a été une des premières élues. Elle n'était pas toute seule, hein. Il y avait Madame Nunez aussi, il y en avait 2, 3, j'ai oublié leur nom un peu. Bon, mais enfin, ça a été les premières femmes conseillères municipales et adjointes au maire aussi, qui ont fait du très bon travail dans la ville. Alors en somme, tu as été formée dès ta
jeunesse dans ce courant. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai baigné là-dedans dès ma naissance, je peux dire. Et bon, c'était tout à fait naturel. Tout le monde s'engueulait comme je ne sais quoi le dimanche quand toute la famille se retrouvait autour du poulet, ce qui était vraiment remarquable d'avoir un poulet à manger ou un roast beef. Hein, le dimanche, d'avoir de la viande. Bon, et ce qui permettait beaucoup d'échanges politiques, parce que la politique se vivait partout au quotidien, comme ça, parmi les gens. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio même. Mon père a réussi à trafiquer une petite radio, mais il était dans les premiers. Hein. Bon. Donc les gens parlaient, les gens se parlaient, et il y avait des discussions passionnées et passionnantes tout le temps autour de nous. Et les enfants y assistaient à ces discussions? Oui, ils faisaient des bêtises pendant ce temps-là sous les tables, mais c'est vrai que au Pré-Saint-Gervais, par exemple, je peux parler de cette petite ville, elle le mérite quand même, parce qu'elle a une histoire un peu spéciale, puisque tu as connu Mép-Picret, mais j'ai connu Mép-Picret aussi, hein, qui est occupé des objecteurs de conscience et comment on disait, des insoumis, etc., qui à 74 ans avait créé un journal, était dans la rue. Le réfractaire. Le réfractaire, je me souviens du réfractaire. Oui, et il faut dire qu'à l'époque, la vie à gauche, hein, d'abord il y avait des usines. Il y avait des petites usines partout autour, là, donc il y avait un large mouvement ouvrier. Mais on pouvait être très ferme sur des positions très rigoureuses, etc. Et en même temps, quand il s'agissait de l'humain, il y avait une certaine solidarité entre les gens. Par exemple, dans la cité, comment on dit déjà, la cité Jardin, qui a aussi ses gloires maintenant, parce que tout le monde vient visiter cette cité Jardin du Pré-Saint-Gervais, où il y avait des ateliers d'artistes, où il y avait, bien qu'au début ça avait rouspété, parce que les gens disaient ouais, vous allez mettre des baignoires pour les ouvriers, mais ils vont mettre les poules et le charbon et là-dedans, et ça sera pas vivable. Faut pas leur mettre des baignoires, non. D'ailleurs, on n'avait pas de baignoire dans cette cité Jardin. Il y avait des simples bacs pour faire la lessive, pour que les femmes puissent. Il n'y avait pas de machine à laver. Hein. Bon, voilà. Et alors, il est demeuré au Pré-Saint-Gervais des gens. D'abord tout un noyau libertaire, hein, que j'ai bien connu. Mon voisin était le père Quesnel il y a pas longtemps encore. Hein. Le père Quesnel, un homme vraiment une merveille de culture, un ouvrier d'une culture étonnante. Bon, il y a des livres partout, dans les cabinets, partout. Hein. C'était remarquable cet homme. Et il y avait aussi des trotskistes. Hein, c'est-à-dire que dans les cités Jardin, on a relogé les copains, les militants, même s'ils n'étaient pas du même bord, de la même position politique. Et alors donc au Pré-Saint-Gervais, il y a toute cette effervescence, on peut dire cette effervescence, disons, de fraternité. Le visage est quand même un peu différent maintenant, bien sûr c'est autre chose. Hein. C'est investi d'une part à cause de cette ville-là du Pré-Saint-Gervais qui est célèbre aussi par des artistes. Il y a beaucoup d'artistes là-dedans, ou des gens de télévision, ou des gens. Et puis, il y a, dans les bas quartiers qu'il y avait eu, là, il y a eu beaucoup de rénovations, mais il y avait des quartiers vraiment... D'abord, on a une densité de population, ça paraît pas, parce qu'on voit les petits jardins, tout ça. Mais ça veut dire que les gens sont entassés dans les vieux logements. Une densité de population qui est supérieure à la moyenne. Bien supérieure à la moyenne des banlieues même, là. C'est très curieux. Hein. Et il y a toute une population immigrée aussi. Qui s'est installée au Pré-Saint-Gervais venant de... C'est aux portes de Paris, il faut dire. Oui, c'est aux portes de Paris. Il y a eu le cousin qui habitait là, qui est devenu parfois français. Bon, il y a un mélange, quoi, des gens qui...
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France et je suis actuellement au Pré-Saint-Gervais avec Gisèle Noublanche de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Gisèle Noublanche. Oui, moi je suis pacifiste, par histoire personnelle, effectivement, et parce que ma première connaissance de la guerre, c'est quand mes parents, en 36-37, ont recueilli une petite Espagnole au crâne rasé, effrayée, qui se cachait sous les lits chaque fois qu'un avion passait, parce qu'elle avait vécu les bombardements, et je ne savais pas qu'on vivrait 3 ans après la même chose. Et parce que j'ai été élevée comme ça, quoi. Bon. Mais c'est vrai que j'avais 17 ans à Hiroshima, les jours d'Hiroshima et de Nagasaki. J'avais vu, comme mon père était mort en Allemagne, ma mère s'était engagée dans la mission de rapatriement. Donc j'avais vu ce retour des déportés, des réfugiés, que ce soit à Orsay, à la gare d'Orsay, ou à la caserne Reuilly, etc. Et à 17 ans, on est marqué par tout ça. Et j'avais envie de m'occuper des enfants qui étaient victimes de faits de guerre. Et donc j'ai commencé mon histoire professionnelle comme ça, en partant en Suisse pour faire un stage à Genève. Suisse. Et alors, dans quelle organisation en Suisse? Alors, il y avait encore très peu d'organisations. C'était au lendemain de la guerre. Mais il y a ces stages qui se sont formés avec le... qu'est-ce qui a vu le jour le premier? C'est l'UNESCO ou l'UNICEF? L'UNICEF, je crois. L'UNICEF, peut-être. UNICEF, oui. UNICEF, oui. Donc, il y avait l'entraide suisse ouvrière qui s'était engagée là-dedans, qui avait donné des fonds. Il y avait l'UNICEF, il y avait des personnes privées, et il y a un stage qui s'est organisé à côté de l'école internationale, si tu connais, à Genève. On était dans un château, là. On était de 17 nationalités, dont des juifs dont personne ne voulait. Ils faisaient des démarches pour faire partie d'un pays ou d'un autre, mais tout le monde refusait leur dossier, si bien qu'en 1948, ils ont dit, si c'est comme ça, nous on part en Israël, on va faire avec l'Exodus. Bon, voilà. Et alors là, ça a duré combien de temps à Genève? Ça a duré, finalement, je suis restée 2 ans en Suisse parce que j'ai fait le stage moniteur. C'est la première fois qu'on appelait moniteur. Je voulais aller au village Pestalozzi. Bon. Mais bon, je ne suis pas allée au village Pestalozzi. J'avais ma bourse à rembourser après. Donc, j'étais avec une copine. On nous a donné en charge l'orphelinat de Neuchâtel, à transformer complètement du point de vue de la prise en charge des orphelins. Alors, on faisait du théâtre sur la comment s'appelle, la cathédrale, c'est pas la cathédrale, la Neuchâtel, avec des masques, avec les gosses. Enfin, on a fait beaucoup de choses comme ça. Puis après, il fallait que je rentre en France. Donc, j'ai travaillé. J'ai eu une vie vraiment très intéressante. Je suis contente d'avoir fait. Mais alors, travailler toujours avec les enfants? Alors, j'ai travaillé pas mal avec les enfants, par exemple au sauvetage de l'enfance, dont les parents étaient, à l'époque, on retirait des enfants qui étaient maltraités par leurs parents, etc. Et on leur retirait même le droit de s'occuper ensuite. Enfin, c'était très compliqué. C'était le début de toutes ces réflexions sur les liens parents-enfants, la pédagogie, tout ça. Voilà. Et à la même époque, alors il y avait les bidonvilles qui s'installaient avec l'émigration, notamment algérienne, en France. À Nanterre. Et voilà, je suis allée à Nanterre avec un copain qui ressemblait à Brassens, qui avait une moto, et on allait faire du cinéma, qu'on disait, éducatif, là-bas, dans le bidonville de Nanterre.
Voilà. Et là, c'est une découverte quand même, C'est parce une découverte, oui. parce que J'étais jeune encore. il y avait pas mal de bidonvilles autour de Paris, mais je crois que celui de Nanterre était le plus important. Oui, oui. Ah oui, quand il pleuvait avec de la boue jusque-là. Hein. Et comment on était reçus là-bas? Bien, très bien. Très bien. Des gens très corrects. On parlait avec eux. J'ai trouvé des militants aussi, communistes, qui étaient là, qui parlaient avec les... Non, je me souviens pas de problème à Nanterre. Est-ce que c'est ce qui t'a incité à partir en Afrique alors après, ou comment tu t'es retrouvé à, disons, travailler avec les enfants en Afrique? Parce que j'ai fait la connaissance du père de mes enfants, qui était du Dahomey, qui était un militant syndicaliste, un enseignant là-bas, qui était pour l'indépendance, mais en douceur, qui n'était pas pour prendre les armes. Voilà, et que bon, j'ai été séduite, quoi. Voilà. C'est normal. Voilà. Et après, malheureusement, j'ai eu des jumeaux, un est décédé accidentellement, ce qui a été un peu compliqué comme histoire. Et comme le père était vraiment là-bas, il y avait les indépendances en 60. Bon, je suis partie là-bas pour que le père connaisse son fils. Voilà. Voilà. Et ça t'a entraîné, alors le Dahomey qui est devenu aujourd'hui le Bénin, ça t'a entraîné à découvrir la réalité de ce qui se passait en Afrique à cette époque, donc au moment des indépendances. C'était comment l'Afrique au moment de ces indépendances, celle que tu découvres en arrivant du Pré-Saint-Gervais et de la Suisse, où quand même... C'était une vraie découverte pour moi parce que je connaissais pas du tout l'histoire aussi, ni les mythes, ni ce qui régissait les sociétés. Mais ce qui m'a frappé, c'est l'aspect économique et les traces du colonialisme quand je suis arrivée. Parce que c'était donc en novembre, je crois, 60, l'indépendance avait eu lieu début août. Et tout ce qui était commerce était géré par des boîtes étrangères, évidemment, coloniales. Il y avait la CFAO, pour les Français, il y avait la Walden, il y avait etc., puisqu'il n'y avait aucune industrie de transformation des produits de là-bas. On ramenait les produits en France, on les transformait, puis on renvoyait des bouteilles d'huile là-bas, ou du chocolat en plaques, bon, etc. Et alors, bien évidemment, tous ces coloniaux, certains, il y avait aussi une population, qui s'était habituée aussi, qui vivait avec le milieu. Il y a toutes sortes de choses dans les colonisations, hein, forcément. Il y a toutes sortes d'aspects et il y avait des ménages mixtes aussi, il y avait toute une histoire aussi. Bon, mais en tout cas, en 60, et bien évidemment, les gens qui détenaient le commerce international n'avaient aucune confiance dans un nouveau gouvernement, dans une indépendance et un gouvernement tenu par des Noirs. Bon. Donc, ils se disaient, ça va se casser la gueule rapidement, etc. Donc, faisons de l'argent assez vite, autant qu'on peut pour le moment, etc. Et ils ont commencé à augmenter les prix des marchandises, etc. Alors, les gens ont dit, non, c'est pas possible, bon, faites quelque chose, bon, aux gouvernants, quoi. Les gouvernants essayaient de négocier, c'était pas facile, il y avait rien qui se passait, les gens commençaient à faire grève, parce que les commerçantes africaines de la côte avaient une grande réputation d'indépendance, hein, surtout à l'époque. Bon, et le gouvernement a dit, bon, d'accord, on fixe le prix des denrées les plus essentielles, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les coloniaux? Ils ont laissé la marchandise dans les hangars, ils ont tout fermé. Les gens n'avaient plus rien des produits essentiels alors qu'il y avait une très forte émigration
Il y avait à Cotonou, il y avait une forte émigration de la campagne, de la brousse, que les gens venaient. Et puis après, les gens, le deuxième, déjà, ils pensaient à l'Europe, quoi, dans un deuxième temps. Hein, mon plombier, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, oh, madame, je voudrais aller en Europe, etc. Je disais, mais qu'est-ce que tu auras de plus qu'ici, quoi. Là, les gens te connaissent, tu fais un métier intéressant. Bon. Mais il pensait ils voyaient les coloniaux, donc pourquoi pas eux? Pourquoi pas avoir de l'argent aussi en allant en Europe? Hein, voilà. Bon, donc ça a été un peu dur, là. Et ça a duré pendant 15 jours, si mes souvenirs sont bons, cette histoire de trucs fermés. À la fin, le gouvernement... D'ailleurs, la France ne leur avait pas laissé de fonds de caisse en partant. Hein. Moi, j'ai travaillé là-bas, on n'était pas payé, on était payé avec 3 mois de retard. Hein. Bon. Parce qu'il y avait toujours... bon. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait, bon, le gouvernement a fini par céder. Bon, moi, j'ai dit, c'est fini. L'indépendance, c'est fini. Hein, effectivement, l'indépendance, c'était total. Rêver, c'était fini. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France et je suis actuellement au Pré-Saint-Gervais avec Gisèle Noublanche de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Gisèle Noublanche. Et alors, après l'Afrique noire, disons, tu es allé en Algérie après. Voilà, parce que c'était au moment de la signature des accords d'Évian, c'était le retour à la paix en principe. Ma première formation, c'était les enfants victimes de faits de guerre. J'avais gardé des liens avec des amis qui avaient on avait fait nos études ensemble à Genève. Ça me plaisait pas du tout de rentrer en Europe. J'étais marquée par cette histoire de colonialisme. Et j'ai dit, bon, je reprends mon métier, mon premier métier, parce qu'au Dahomey, je travaillais dans un centre social d'un des plus grands marchés de l'Afrique, qui était le marché d'Antokpa. Ah oui. J'ai travaillé là-dedans. Je m'occupais du jardin d'enfants. Je me suis occupée des jardins d'enfants. J'ai formé un peu les jardinières d'enfants de Porto Novo, etc., de Ouida. Bon. Et donc, je suis partie pour l'Algérie, pour m'occuper des enfants algériens. Et j'ai fait un contrat de 2 ans, de 63 à 65 à l'hôpital de Douaira. Et alors là, on voyait arriver des enfants qui avaient subi plusieurs années de guerre, oui. Des enfants algériens bien sûr. Oui. Et alors, est-ce qu'on peut s'en remettre quand on est un enfant de ce qu'on a vécu Oui, les enfants ont une force extraordinaire pour se reconstruire une personnalité. Et là, c'est vrai qu'au départ, j'ai travaillé avec l'IMP. Je venais pour m'occuper de services de malades, de polio qui n'avaient pas été soignés pendant plusieurs années de guerre, etc. Et je me suis retrouvée, d'abord quand je suis arrivée, le directeur m'a dit, bon, c'est changement de programme, hein. Vous montez à Ashrea, il y a des enfants de l'IMP qui sont là avec la directrice va accoucher, donc vous allez prendre la direction de Ashrea. Prendre la direction, je ne parle pas un mot d'arabe, je n'ai jamais mis les pieds au Maghreb, je suis avec mon petit garçon qui a 3 ans, alors, écoutez, si vous venez maintenant chez nous, c'est que vous avez envie de faire un travail utile. Vous venez pour nous aider. Alors, allez vous restaurer, vous avez 1 heure. Dans 1 heure, vous me dites ce que vous faites, ou vous restez, ou bien je vous reconduis en ambulance à l'aéroport.
Bon, Le choix était... le choix était fixé. Bon, après tout, je me suis dit, il faut que je travaille, etc. Bon, et je me suis dit, bon, bah, je pourrais toujours me faire rapatrier par l'ambassade de France, si ça va pas. Donc, je suis montée à Shrea. Alors, comme personnel, j'avais deux, trois personnes vraiment marquées par la guerre. Et j'avais un jeune psychologue. La première chose qu'il a fait, c'est d'apprendre à mon fils à se servir d'une automitrailleuse. J'ai fait un truc par terre, là. Bon. Mais de tout ça, je veux dire, finalement, les gens s'en remettent. Les gosses ont été vraiment extraordinaires. Je ne vais pas maintenant vous raconter la chute de Ben Bella, mais bon. Ah ben, la chute de Ben Bella, si vous l'avez vécu, c'est intéressant. Parce que justement, Ben Bella, qui n'est resté qu'un an ou deux au pouvoir, je ne sais plus exactement. 2 ans. 2 ans, voilà, c'est ça. Parce qu'il était emprisonné en France. On l'a relâché pour qu'il retourne en Algérie. Entre De Gaulle et Ben Bella. Mais finalement, il retourne en Algérie, il prend le pouvoir. Et alors là, vous assistez à la chute, c'est-à-dire à l'arrivée de Boumedienne. Oui, en fait, c'est-à-dire, moi je vais dire des choses qu'effectivement à mon âge je raconte parce que j'aurais peut-être pas d'autres occasions et c'est un point de vue aussi de quelqu'un qui a vécu ça sans formation spéciale. Si, j'avais quand même une formation d'éducatrice et puis j'avais mes idées. Bon. Mais on était dans des conditions de travail, il faut dire, il n'y avait rien. Hein. Quand il y avait le jeûne, le ramadan, finalement c'était ma petite copine qui venait de Nice et moi qui soignions les enfants parce que rien ne se faisait dans le service. On avait 83 gosses dans le service polio là, on n'avait que des vieilles cannes, des vieux en bois là, vous savez, d'autrefois. Et les gosses, avec leurs plâtres, tout ça, il y avait une espèce de grande terrasse, là, quand même. Ils sortaient là, en chemise avec volante, ils chantaient des chants révolutionnaires, ils passaient leur journée en rond, à tourner en rond, et à chanter des chants révolutionnaires, etc. Et à brandir leurs béquilles. Leurs béquilles en bois, là, des tableaux à la Bruegel, vraiment, des tableaux à la Bruegel. Et puis on avait quand même un endroit en contrebas qui était un ancien terrain de foot parce qu'avant c'était une maison de retraite pour les pieds noirs à Douéra. Mais au moment en 62, ils ont rapatrié tout le monde et là ils ont accueilli des gosses passés sur les routes et des gosses qui avaient été malades et il y a eu les Yougoslaves, il y a eu une mission internationale avec à la fois des Yougoslaves, anglais, polonais, enfin etc. Qui étaient là pour réopérer les anciens moudjahidines qui avaient été mal opérés pendant la guerre ou qui avaient été opérés en Yougoslavie en vitesse, enfin etc. Et les appareiller. Alors on avait plein de gens comme ça à Douéra et les enfants. On avait quand même plusieurs centaines d'enfants dont certains n'avaient pas été soignés, mais pour polio, puisqu'il y avait eu 2 épidémies de polio qui n'avaient pas été soignées, mais dans mon service... j'avais aussi des enfants. Par exemple, j'avais 2 gosses à qui on avait maintenu les bras sur les braseros au village pour leur faire dire où étaient leurs parents dans les djebel. J'avais aussi 2 gosses à qui manquait une jambe. Parce que nos petits soldats qui avaient découvert l'Algérie en arrivant et qui savaient pas ce que c'était que cette horrible guerre et ça les rendait malades quand même. Donc ils allaient se saouler souvent à l'estaminet le soir, puis ils ressortaient avec leur 4x4 et quand ils étaient sous, ils faisaient un peu n'importe quoi. Alors là, il y en avait qui avaient dit « il y a 2 gosses là-bas, regarde, on va leur faire peur un peu ». Ils leur ont tellement fait peur qu'ils leur sont passés dessus. Bon, alors j'avais ces 2 gosses-là dans mon service. Bon. Ah oui. Et puis un jour, en bas, là, dans le terrain de sport, je vois un bonhomme
que je connaissais pas, qui n'était pas de l'hôpital, qui jouait avec les gosses. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Alors, d'en haut, je l'interpelle, je lui dis, mais monsieur, vous êtes qui et qu'est-ce que... Il se retourne, c'était Ben Bella. Il en avait marre du pouvoir. Il avait laissé sa voiture au bord de la route. Il était venu jouer avec les gosses. Bon, voilà. Une histoire drôle. Et alors, il est venu vous voir après dans l'hôpital? On a discuté. Non, il avait trop à faire, etc. Non. On a eu Valentina Tereshkova qui est venue. Faire des... On a eu des gens qui sont venus comme ça. Bon, voilà. Et puis, on a eu pour... alors là, c'était... Il fallait arabiser, il fallait ouvrir l'école et arabiser. Moi, je ne connaissais pas un mot d'arabe. Hein. Au milieu de tout ça, je faisais ma vie comme je pouvais. Bon. Et le directeur a eu une idée. Il dit, on va faire venir des réfugiés palestiniens. Ah oui, bonne idée. Le problème, c'est qu'ils ne parlaient pas le même arabe que les Arabes du coin. Donc, moi, avec mes 3 mots d'anglais, on était obligés de passer... pour savoir comment on allait arabiser les enfants, etc. Et alors, les gens ont fait venir leurs femmes, là, les réfugiés palestiniens, ils étaient 5. Et alors ces femmes, elles nous dorlotaient, nous Françaises, et elles nous faisaient manger des bonbons comme ça, elles nous mettaient des bonbons dans la bouche. Bon, voilà. Et pendant ce temps-là, le personnel de l'hôpital, y compris des gens qui... il y en avait qui avaient travaillé dans les vignes de Bordeaux, et les vignes de Bordeaux, on leur avait dit, bon, bah, vous faites quelque chose de socialiste. Hein. Il était, Ben Bella, il était très tiers-mondiste, très socialiste. Et bon, vous faites quelque chose en autogestion. Alors, il y a des gens qui me disaient, dites, vous qui êtes venus là, vous êtes venus pour nous aider, bon... Mais qu'est-ce que c'est que l'autogestion? Qu'est-ce que c'est que le socialisme? J'étais très embarrassée pour leur répondre. Très, très embarrassée. Voilà, c'était l'ambiance du moment, jusqu'au matin où le film La bataille d'Alger commençait à être filmé à Alger, et en même temps, effectivement, Boumedienne prenait le pouvoir. Et donc, moi qui étais venue, évidemment que les collaborateurs de Ben Bella se sont retrouvés en prison, la femme par laquelle j'étais venue, Nekash, tout ça. Alors, la police s'amène à l'hôpital pour m'interroger. Ah bon. J'étais pas fière. Je suis rien. Hein, je n'ai rien à vous dire. Je suis venue pour m'occuper d'enfants. Voilà. Et ils ont été très corrects, très, très corrects. Mais bon... Au bout de 2 fois que j'ai été interrogée, j'ai dit je prends l'avion pour la France parce que je ne sais pas ce qui va se passer ici. Donc, je suis rentrée en France faire une colonie de vacances avec des jeunes. Voilà. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France et je suis actuellement au Pré Saint-Gervais avec Gisèle Noublanche de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Gisèle Noublanche.
Au retour donc de l'Algérie, quelle a été ton activité en somme en France? D'abord, il fallait que je gagne ma vie, que j'élève mon fils. J'ai travaillé dans l'éducation, bien sûr, avec des enfants, des cas sociaux, des choses comme ça. Et puis 68 est arrivé, et ça faisait un moment que je me disais, si je fais un peu quelque chose de différent, ayant vu l'état des bidonvilles en France, etc., je ferai de l'alphabétisation, parce que c'est pas normal que les gens ne connaissent même pas le français, ne puissent même pas connaître leurs droits, etc. Donc on a créé l'alphabétisation là, et après je me suis professionnalisée dans la partie. J'ai travaillé avec l'Amicale pour l'enseignement des étrangers, avec diverses grosses associations de l'époque, et j'ai fait un peu de formation linguistique, etc. À l'époque, ça n'existait pas, tout ça. On créait les choses. Et puis, finalement, j'ai été sollicitée avec une copine parce que puisque l'immigration devait être stable maintenant, les gens qui avaient des accidents du travail n'avaient pas les moyens de faire les formations, les reclassements professionnels auxquels ils avaient droit par la sécurité sociale. Quand on a un accident du travail, on peut être reclassé. Beaucoup avaient travaillé dans le bâtiment, avaient fait des chutes dans le bâtiment, etc. Mais parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Certains étaient analphabètes, certains étaient... ils ne parlaient que la langue, que ce soit les Yougoslaves, les Portugais, ils parlaient le français de chantier, mais ils n'étaient pas capables de l'écrire. Beaucoup n'avaient jamais... Ils me le disaient, on n'a que la force, on n'a que notre force de travail à vendre, on n'a que ça. Et ils ne savaient pas tenir un crayon, un double décimètre et tirer un trait, par exemple. Alors, quand on est reclassé, alors qu'on ne peut plus travailler debout ou perché, qu'on travaille à genoux au sol, par exemple, pour le carrelage, il faut savoir relever un dessin, il faut savoir aligner des choses, faut faire des petits calculs, pas seulement de vision approximative, mais il faut connaître. Il y a des tas de choses auxquelles les gens n'avaient pas eu accès. Et nous, il fallait qu'en 3 mois, 6 mois, on les forme pour qu'ils puissent avoir un espoir de reclassement à la sécurité sociale. Voilà. Ça se faisait au Pré-Saint-Gervais? Non. On a eu des trucs... ça avait été créé au départ par 3 anciens résistants. Il y avait un colonel, je ne sais plus, Dumière, je crois. Il y avait une militante communiste de la guerre, et puis il y avait... le 3e, c'était qui? Je ne sais plus. Enfin bref, on était d'options aussi à gauche, la plupart des gens qui faisaient ça, mais avec des options différentes aussi. Bon. Et on s'est retrouvés à essayer de monter ça aussi. Ça a duré quelques années. Après, je me suis occupée des femmes à la Courneuve, parce que les femmes commençaient d'arriver au 3000. C'est au moment un peu le regroupement familial, c'est ce qu'on appelait le regroupement familial. Donc les femmes arrivaient avec, disons, elles ne parlaient pas du tout non plus français en général, et quoiqu'elles apprenaient en réalité plus vite que leur mari en général, mais elles rencontraient d'autres problèmes en France par rapport à la vie qu'elles avaient connue. Le premier des problèmes, c'est quand même... elles étaient logées dans des trucs infâmes comme maintenant. C'est pas d'aujourd'hui, c'est logement infâme. Et puis il y avait le problème des 2e épouses qui est arrivé très vite aussi. Parce que beaucoup venaient de pays polygames. Et c'était un moyen de se caser aussi, de se laisser marier avec quelqu'un, surtout qui était parti en France. Voilà. Bon. Et ça créait beaucoup de problèmes, c'est vrai, parce que la polygamie en Afrique, c'est surtout pour les messieurs qui ont les moyens quand même. Et il y a plusieurs habitats, il y a des choses, il y a des règles. Bon, mais là, il y a à Saint-Denis, à Aubervilliers, à La Courneuve, à Bobigny, c'est quand même autre chose, quoi. Bon, voilà. Alors, elle m'avait demandé d'intervenir auprès du gouvernement, les 2e épouses, pour avoir le droit aussi au séjour. C'était compliqué, ça aussi. Bon.
Et alors, cette fameuse Ligue internationale des femmes pour la paix, c'est arrivé quand? Alors, c'est arrivé au moment de la montée des Pershing et des SS-20 en Europe. Et où on a tous eu très peur, sauf les Français, parce qu'ils avaient De Gaulle, ils avaient eu De Gaulle, ils avaient le parapluie américain, on craignait rien, on avait la dissuasion, etc. Non. Mais les femmes des autres pays étaient souvent très, très inquiètes. Elles ont fait des marches, elles étaient reçues par tous les chefs d'État, mais pas ici. Bon. Et donc là, moi, j'ai pris peur parce que je me suis vraiment souvenue d'Hiroshima, Nagasaki, de la montée en voyant cette montée des tensions en Europe, enfin, à la fin de la guerre, enfin, au moment où il y a eu 70 000 ogives, ah oui. Hein, au moment de la guerre froide. 70 000 ogives. Donc, j'ai été très angoissée. Tout à coup, j'ai fait des crises d'angoisse. Je ne sais plus comment, je me suis retrouvée à Taverny, devant le poste de commandement nucléaire, avec un morceau de papier grave dans les mains. Je ne sais pas ce que j'avais écrit dessus, mais j'avais écrit quelque chose, je crois. Et là, alors là, c'est une histoire, je te la raconte, parce que ça aussi, il y a de quoi faire un livre, tu vois, dans tout ça, c'est marrant. Et alors, j'étais là devant le mess des officiers, c'est-à-dire la partie de derrière, là. Et il y a une voiture qui passe, avec 2-3 personnes dedans, et qui s'arrête. Et finalement, en me voyant, il y a une femme qui en descend. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites là, madame? J'ai dit, vous voyez, je proteste, parce que... Bon. Il y avait Mouna à l'époque aussi. Et moi, j'étais allée tricoter un peu sur le truc Pompidou, avec mon torchon de cuisine accroché dans le dos. Je ne sais plus ce que je racontais. Oh si, je l'ai encore, ce torchon de cuisine. Bon, bref. Mais je n'étais pas restée là, parce que j'avais été... des jeunes m'avaient dit, mais pourquoi vous faites ça? Vous nous faites peur, etc. Enfin, la conversation n'était pas forcément facile. Enfin, me voilà devant le mess des officiers du commandement nucléaire de Taverny, avec une femme qui descend d'une voiture. Je lui dis, ben voilà ce que je fais. Elle me dit, je suis Quaker, venez avec moi. Elle me met dans la voiture, on fait le tour de Taverny, on se retrouve dans une maison où il y avait Jacques de Bollardère, l'amiral Sanguinetti, je crois bien qu'il y avait Théodore Monod aussi, Solange Fernex, enfin, etc. Et tous ces gens-là, c'était juste en contrebas de la base. Et tous ces gens-là étaient extrêmement inquiets de la montée des Pershing et des SS-20, en se disant on va y passer. Ils discutaient des moyens d'action. Et Solange Fernex, c'est là que j'ai fait la connaissance de Solange Fernex. Voilà, qui à l'époque avait créé déjà Femmes pour la paix. Oui. Et voilà, j'étais embarquée dans ces histoires de jeûne de Solange Fernex, qui a jeûné 38 jours quand même, pour l'arrêt des essais, pour stopper, et dont je ne connaissais pas l'histoire, mais je me suis trouvée avec ces gens-là, les gens du MAN, les gens de la Canva, comment il s'appelait, Rostand aussi, Edmond voilà. Jean Rostand, et sa déclaration, enfin, etc. Et on a pris l'habitude de faire des jeûnes. D'abord, on a acheté une petite maison à 300 mètres de la base nucléaire, la maison de vigilance de Taverny. Et puis, il y avait des gens présents et des jeûnes qui ont été faits avec des gens, beaucoup de chrétiens, bien sûr, parce que la démarche gandhienne, mais bon, ils y étaient déjà préparés, quoi, par leur philosophie et leur religion. Moi, c'était autre chose, je ne sais pas comment ça m'était passé dans la tête. J'avais dit, mais il faut faire quelque chose de différent, parce que quand je parle à mon boucher de cheval dans le coin, je passe pour une idiote. Et quand je parle à tout le monde, je passe pour une idiote. Il faut faire autre chose, quoi. Voilà, comment je me suis retrouvée après dans cette Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Alors, cette ligue existe depuis longtemps. Elle a été créée donc pendant la guerre de 14. Oui. Alors là, il faudrait refaire un petit historique pour les auditeurs de Civis Pacem. Bon, certains le connaissent, mais... Oui, la Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté a été créée en 1915. Voilà, c'est ça.
il y a des femmes de 14 nationalités différentes qui se sont réunies en congrès. Leur première décision a été de dire les hommes pourront être là, mais ils ne voteront pas. Et dans ces femmes, il y avait des femmes assez extraordinaires, vraiment. Des femmes qui beaucoup travaillaient, enfin beaucoup étaient suffragettes, hein, beaucoup travaillaient dans le social, dans le syndicalisme, dans les coopératives. Jane Addams, qui a été la présidente après longtemps, qui était une américaine très connue pour son travail social, qui était vraiment l'avant-garde du travail social. Elle avait travaillé, je crois, sur le travail à domicile, il me semble me souvenir des femmes. Ça, je ne sais plus. Bon, enfin, peu importe. C'était toutes des femmes assez exceptionnelles. La hollandaise. Pourquoi son nom m'échappe aussi, c'est pas possible ça. Bon, ça va me revenir. Qui était la femme qui avait créé qui était médecin, qui avait créé les premières consultations de planning familial en 1800, je crois que c'était 87 ou quelque chose comme ça, une hollandaise. Des consultations de planning familial. Elle avait créé le planning. Donc c'était toutes des femmes vraiment très évoluées. Et elles étaient elles avaient cru que le féminisme, parce que le féminisme était très fort à l'époque, et il y avait un siège féministe en Grande-Bretagne, hein, qui était très, très construit, très fort. Et elles avaient cru que le féminisme sauverait l'humanité de la guerre, qu'il n'y aurait plus de guerre. Et elles se trouvaient devant cette guerre épouvantable où les Belges, par exemple, ont dû franchir les lignes. Il y avait eu elles sont arrivées en retard au Congrès, d'ailleurs, parce qu'il y avait eu les premières utilisations de gaz, de hypérite, etc. Et il y avait déjà plus de 500 000 morts sur le front de l'Est. Sur le front de l'Ouest, je ne sais plus. Alors ça se tenait donc à La Haye, il y a plus de 100 ans. En 2015, nous avons fêté le centenaire à La Haye, dans les mêmes locaux, et voilà, en 2015. Et c'était très intéressant. Il y avait 300 femmes on a 31 sections, je crois, dans le monde. Hein, parce que ces femmes, ensuite, se sont refues en 1919 à Zurich. Hein, c'est nos grands-mères là. Et elles ont continué comme ça, avec des congrès tous les 3 ans, qu'on peut consulter sur Internet. Hein, on peut voir les résolutions des congrès de la WILF, Women International League for Peace and Freedom, en français aussi. On peut trouver ça sur Internet depuis 1915. Et bon, ça a toujours été en rapport avec l'actualité. Hein. Il n'y a que pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'elles n'ont pas pu tenir leur congrès. Et il y a eu beaucoup de femmes d'Europe qui ont été déportées, d'ailleurs, parmi elles. Il y a eu une nouvelle génération. Elles ont cru qu'à un moment donné, elles ont pensé que cette ligue allait se dissoudre. Et puis elle a redémarré. Et encore maintenant, elle redémarre.